Bonjour à tous. Est-ce que on m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend? Génial. Génial. Oh, wow. Bonjour tout le monde. Je vais juste rajouter François sur la scène. François Julien. Où est-ce qu'il est, François? Il est là. Voilà. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bon, je pense que tout le monde est prêt. Donc, on va commencer maintenant. Donc, vous êtes en direct. Que notre invité est là, Enrique. Oui. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Voilà, donc je me présente. Donc, je suis François, le cofondateur de Builder. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des travaux de structure. Yaya et Enrique vont vous faire la présentation. Donc, sans plus attendre, Yaya, je te laisse te présenter brièvement et ensuite Enrique. Ouais, alors Enrique vient de rejoindre. Je l'ai rajouté dans la présentation. Il devrait avoir vu un petit pop-up sur son écran pour rejoindre la scène. D'accord. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, je me présente rapidement. Donc, Yaya, je suis cofondateur de Builder, gestionnaire de projet. Avant ça, j'ai travaillé chez un entrepreneur général. On faisait des travaux donc dans le commercial et dans le résidentiel, des travaux extérieurs. Et ensuite, j'ai rejoint WSP, qui est une firme d'ingénierie, service professionnel, où j'ai fait de la gestion de projet pour l'Université de McGill et le CIUS du nord de l'île. Je faisais des travaux de rénovation et de construction pour le client. Donc, Enrique, est-ce qu'il nous a rejoint? Je pense qu'il y a un peu de misère peut-être à se connecter. Juste s'assurer. Voilà. Qu'il est dans le chat, il est connecté. Bienvenue dans les rouages du direct. On ne pourra pas le couper au bout. Voilà. Ah, je n'arrive pas à la voir. Non, je vais juste l'avoir au téléphone, ça ne sera pas long, excusez-moi. Okay. Ah, c'est bon, on le voit. Vous me voyez? Nous sommes sauvés. Vous m'entendez? Ouais, on Oui. t'entend très bien. Alors, tu étais juste venu pour. On était rendu à ta présentation et que je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tout le monde. En premier, merci beaucoup à Yaya et son collègue pour m'avoir invité. C'est un plaisir de participer aujourd'hui. Mon nom est Enrique. En fait, j'ai déjà 18 années d'expérience professionnelle à titre d'ingénieur en structure. Je viens de l'Argentine. J'ai fait valider mon titre d'ingénieur ici au Québec en 2006 quand je suis arrivé. J'ai travaillé les premières 3 années de carrière dans le secteur plus dans la construction. Par la suite, ici au Québec, j'ai travaillé pendant 8 années à titre d'ingénieur pour la compagnie Dassault, aujourd'hui Stantec, où j'ai travaillé surtout sur la structure des ponts et ouvrages d'art. De même qu'après, dans mes dernières 8 années de carrière, j'ai travaillé à titre d'ingénieur coordonnateur de structure pour la ville de Laval. En fait, mon travail était surtout au niveau de tous les ponts ouvrages d'art de Laval, donc je m'occupais des inspections, nouveau mandat. Aussi, j'avais toujours eu ma compagnie, que bon, finalement, j'ai décidé de juste me prendre, de juste me travailler avec ma compagnie. J'ai eu plusieurs formations de spécialisation au Québec au niveau des structures, pour l'inspection, réparation, renforcement. Bon, c'est-à-dire, j'ai acquis de très belles expériences professionnelles pour assister à tous nos clients. Merci, Enrique. Génial.
Donc, je vais vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, la première partie sera consacrée aux travaux de structure. Vous allez pouvoir en apprendre plein, j'espère, durant ces 25 minutes. Par exemple, quand on voit une fissure, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non, etc. Yaya et Enrique vont pouvoir vous en parler en détail. Et en deuxième partie, vous aurez la chance de pouvoir poser des questions en direct à Enrique ou à Yaya. Ils répondront à vos questions. Si vous êtes sur Desktop, vous voyez qu'il y a une rubrique questions à côté du chat. C'est là où vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions des autres. Donc, on essaiera de respecter à peu près environ 5 minutes par question pour essayer de répondre au maximum. Ne vous inquiétez pas, le meeting est enregistré, ça veut dire qu'à la fin de la session, vous aurez donc la vidéo de ce meeting-là. Et vous pourrez aussi contacter directement Yaya pour une consultation gratuite. Je vous enverrai le lien sous peu. Yaya, à toi. Merci François. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de travaux de structure et on va considérer pour un bâtiment, donc pour une maison. On a un problème de son, je pense. Il y a un écho important. Erico, es-tu sur haut-parleur? Moi, je suis sur haut-parleur. Peux-tu mettre en mute pendant qu'Yaya parle? Je pense qu'il y a un écho important. Oui. Ok, bon. Génial. Parfait. Donc, avant de se lancer dans le bain, je pense que ça va être important ici de juste vous expliquer très rapidement. Alors là, c'est quelque chose de complexe. Ça, on ne vous l'enlèvera pas. Par contre, on va vous expliquer, j'aimerais juste expliquer ici, en fait, c'est quoi les éléments de structure dans une maison et comment ça fonctionne pour que plus tard, qu'on puisse tous s'aligner dans notre conversation. Alors, les éléments de structure, si je devais résumer en une ligne, un élément de structure, sa fonction, c'est de prendre des charges et de transférer les charges à un autre élément de structure qui va faire la même chose. Alors, par exemple, dans cet exemple-ci, donc, on a des linteaux, on a des poutres. Je vais pouvoir faire une descente de charge pour vous expliquer comment est-ce que la charge est transférée jusqu'aux fondations. D'abord, un élément de structure, c'est également un élément, dans le fond, que si vous l'enlevez, vous portez atteinte à l'intégrité de la structure globale. Donc, si vous l'enlevez, ça veut dire qu'il va y avoir un risque important d'effondrement ou de la maison ou d'une partie ou de la partie entière de la structure en tant que telle. Et comment ça fonctionne? Donc, partons par exemple de votre plancher. Donc, votre plancher, si j'enlève votre fini de plancher, votre bois franc, on s'entend que ce n'est pas un élément structural. Parce que si j'enlève le plancher, il n'y a aucun risque que votre maison ne s'effondre. Par contre, le plancher, ce qu'il fait, c'est que c'est un peu la base, dans le fond, où est-ce qu'on va poser toutes nos charges. Donc, notre frigo, notre lit, même nous-mêmes qui marchons, on va appeler ça des charges. Ici, je remonte plus loin. C'est sûr que sur le toit, il y a d'autres charges comme la charge de la neige et les ingénieurs vont aussi considérer dans la descente de charge. Vous avez déjà entendu l'expression descente de charge. Qu'est-ce que c'est exactement? Partons du plancher, du rez-de-chaussée. Les solives vont reprendre la charge qu'il y a sur le plancher et vont transmettre la charge sur les poutres. Ici, par exemple, dans ce dessin, vous avez une poutre de chaque côté. Donc, les solives transmettent la charge aux poutres. La poutre, elle récupère cette charge et elle va la transférer à des colonnes ou à des poteaux. On appelle aussi des poteaux. Donc, ici, on vous a mis sur les flèches, effectivement, différents éléments. On a quatre colonnes à chaque coin de cette extension ici. Ensuite, les colonnes vont transférer la charge donc, sur le mur de fondation. Comme vous le voyez, les colonnes sont déposées sur le mur de fondation. Les murs de fondation elles-mêmes continuent le même travail à transférer le charge vers les semelles de fondation. Et si vous regardez dans le coin en bas à droite de cette photo, la semelle de fondation, c'est un gros bloc de béton dans le fond sur lequel le mur est déposé. Et la semelle de fondation va transférer la charge à notre sol. Si vous voyez toute la descente de charge, c'est vraiment ça qu'un ingénieur va regarder pour chaque élément structural. Et ce qui est important ici de comprendre, c'est que plus on va vers le bas, plus la charge va être importante dans la logique. Donc, du coup, quand un ingénieur conçoit un élément, que ce soit au sous-sol, que ce soit la fondation, il va toujours regarder toutes les charges qui viennent au-dessus. J'espère que c'est clair. C'est vraiment important de comprendre un peu ce principe de descente de charge pour la suite un peu des événements. Juste pour vous dire également, pour finir là-dessus, ça ici, pour ceux qui se demandent c'est quoi, en fait, c'est une extension de maison donc à l'arrière avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et il va aussi y avoir un étage par-dessus. Ce que vous voyez en bas, en fait, c'est le sous-sol. Sur la gauche, vous voyez une sorte de membrane brune
dans le fond, on appelle ça une membrane Delta MS. C'est pour le drain français, dans le fond, c'est pour rendre le mur de fondation étanche. Et tout ça, ça va être rempli de sol. Fait que ça va être remblayé. Ce mur, on ne le verra plus. Fait que pour ceux qui se posent la question, c'est quoi cette structure? Donc, c'est une extension que Builder, nous sommes en train de faire sur le plateau Mont-Royal. Également, donc ici, ça c'est deux exemples, deux photos en fait. Celle de droite, c'est un sous-sol. Vous avez sûrement déjà vu un setup pareil. Et ce que je veux attirer votre attention ici, c'est que dans la précédente image, donc on avait pas mal de bois qui reposait sur du béton. Et ben on peut aussi avoir de la structure d'acier qui va venir rentrer là-dedans. Et Enrique va nous expliquer un peu comment, un peu plus tard dans la présentation, comment est-ce que on se retrouve à utiliser de l'acier. Donc ici, on a également une poutre d'acier, on a des solives que vous avez vues tantôt, puis on a des colonnes ici en bois, alors que en acier, pardon. Tantôt, on avait des colonnes en bois. On peut aussi avoir des colonnes en béton aussi, ça existe, juste pour que toujours on est dans la définition. Donc ici, la première question que j'ai pour toi, Enrique. Sur la photo de gauche ici, je suis sûr que du monde qui nous écoute ici ont également des vides sanitaires à la maison. Parfois, on peut voir, j'en ai déjà vu, des troncs d'arbres à la place de la poutre qui traverse la maison. Et ce qu'on remarque ici, entre le vide sanitaire et le sous-sol, c'est dans les colonnes. Donc, les colonnes à gauche, je pense qu'on appelle ça des jackposts. Souvent, on le voit, c'est des colonnes qu'on utilise, des colonnes temporaires, là, quand on soutient des structures sur un chantier. Est-ce que c'est correct de voir ça dans un vide sanitaire par rapport à une colonne qui est coulée dans le béton avec une semelle? Oui, en fait, c'est tel quel, très bonne description avant Yaya. En fait, c'est normal, on peut utiliser les chaque poste de façon temporaire ou de façon définitive aussi. En fait, surtout au niveau des choix des matériaux, ça dépend beaucoup au niveau surtout des portées et les charges qu'on doit supporter. En fait, dans le cas présent que tu as dans l'image qu'on voit d'acier, l'avantage principal, c'est que la section d'acier, par exemple, du poteau, va être beaucoup plus petite que quand on met, par exemple, une colonne en bois, même si les deux vont avoir la même fonction et la même résistance, parce qu'on les calcule comme tel. La plus grande avantage qu'on a pour l'acier, c'est au niveau de la résistance parce que ça permet de réaliser des portées beaucoup plus grandes. Ça veut dire c'est comme l'ouverture, la distance entre les poteaux. Avec les bois, on a des limites. C'est-à-dire la photo qu'on est en train de voir, je vois que c'est un vide sanitaire. La différence entre vide sanitaire et un sous-sol, c'est que le sous-sol a la hauteur suffisante pour les rendre habitables. Le vide sanitaire, c'est plus un espace réservé pour installer toutes les structures, mais ce n'est pas habitable. Mais bon, au niveau de, comme je vous mentionnais tantôt, la plus grande avantage qu'il y a à l'acier, c'est que quand on a des ouvertures importantes, on peut prendre des hauteurs beaucoup plus faibles dû à la grande résistance de l'acier en comparaison du bois. Génial. Merci pour cet éclairage. Justement, on voulait je voulais juste rajouter également un élément pour comparer le bois, le béton et l'acier. Qu'est-ce que Enrique nous dit et qui est important en fait de garder en tête, c'est que quand on va faire des ouvertures, puis on a une étude de cas pour un mur porteur, là, juste à la fin, dans notre dernière slide de présentation, on va pouvoir voir cette étude de cas-là. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que avec l'acier, on peut aller avec des portées beaucoup plus grandes entre deux poteaux. Parce que quand on enlève un mur porteur, on va le voir dans l'étude de cas, mais on a besoin de remplacer avec deux colonnes et une poutre. Et l'acier nous donne justement cette flexibilité-là. Le béton, pour en parler, le béton, lui, il est très fort en compression. Un béton, quand on le tire, il est beaucoup moins fort. Et c'est pour ça que vous entendez le terme béton armé. Le terme armé vient de l'armature, c'est-à-dire de l'acier qu'on met à l'intérieur. Parce que l'acier, il est très fort quand on le tire. Alors, c'est pour ça qu'on met des armatures d'acier dans du béton pour le renforcer dans sa force de traction. Alors que le béton, lui, il travaille vraiment beaucoup en compression. Donc, souvent, dans les murs de fondation, on sait que la charge principale, c'est vraiment de la compression. C'est pour ça que le béton est très fort à ce niveau-là. Et aussi, il est aussi bien résistant par rapport aux agents extérieurs comme l'eau,
les minéraux, les sels qui peuvent pénétrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va beaucoup utiliser le béton pour le sol en bas. Et également, le béton, c'est très lourd aussi comme structure, fait qu'on va souvent l'utiliser pour le sous-sol. Et le bois, ben, l'avantage du bois aussi, c'est que c'est aussi un matériau léger, et Enrique. Oui. Ce serait quoi un avantage aussi, un autre avantage du bois, à part qu'il soit léger? Mais le bois, surtout, l'avantage d'être très léger, c'est malléable, c'est facile à adapter. Disons que c'est trop long, mais on peut le couper facilement. Si c'est très court, on remplace les morceaux et c'est tout. Alors, presque tout le monde peut les utiliser, à différence de pièces en acier, qui sont des éléments qui parfois sont très, dépendamment de la grandeur, profiliers sont des éléments très pesants. Et parfois, pour les transporter, requiert de transports spécialisés, inclus pour la descendre. Alors, ça devient un peu trop cher sur certaines conditions et qu'en plus, surtout pour l'entrepreneur, parfois ça peut être une chose, un élément de stress parce que bon, habituellement, les éléments en acier vont être préparés en usine. Il doit mesurer exactement les bonnes dimensions sur place et parfois le fait de se tromper sur 1 centimètre peut venir à compliquer l'installation et le stress pas seulement de l'entrepreneur mais aussi du client. Alors, sur certaines conditions, parfois c'est beaucoup plus facile, parfois moins dispendieux. Maintenant, le prix du bois très volatile, doublé peut-être. Mais c'est-à-dire, ça dépend plus qu'une autre chose au niveau surtout de la portée sur les choix, comme on disait tantôt. C'est important à retenir aussi pour les personnes qui écoutent la vidéoconférence, c'est que vous devez remarquer que toute structure, disons, input ou un mur, on appelle que c'est porteur quand ça va voir les solides, c'est-à-dire bon, sur lui. Alors, ça veut dire que les solides vont aller transversal à la poutre. Et jamais on met une poutre dans le sens parallèle aux solides. Alors, c'est pour ça que les poutres, ou disons les murs, sont toujours par-dessous des solides pour les soutenir. Alors, mais par rapport à, comme tu as dit, par rapport à la résistance du béton et tout ça, c'est tel quel. En fait, le bois est un matériau qui résiste très bien à traction et compression. Le béton est un matériau qui est très, très fort en compression. Le mode de rupture est fragile. Ce que ça veut dire, c'est que quand ça va casser, ça fait tout de suite une fissure. C'est pour ça que parfois vous voyez ça. Alors qu'on ajoute l'armature, que malheureusement, dans la plupart des fondations en béton qui sont construites, parfois on ne met pas d'armature. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir après dans la présentation. Alors, ça peut produire parfois des fissures. L'autre avantage, mais bon, ça c'est au niveau du béton, non? Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on met l'armature pour éviter que ça se forme les fissures. Mais le problème du béton, c'est surtout au niveau de la façon que ça va avoir la rupture. Ça veut dire que le moment que ça va casser, ça fait tac, c'est comme un plastique qui vole tourner, tac, et ça va comme casser très rapidement. Le bois a l'avantage d'avoir plutôt un comportement ductile. Ça veut dire que il va y avoir de grandes déformations, on va voir que ça va pas bien, pour avoir assez de temps pour les remplacer. Dans le cas de l'acier, c'est aussi une façon de rupture ductile. Alors, c'est pour cette raison, tel que Yaya dit, c'est que quand on ajoute des barres d'armature à l'intérieur du béton, ce qu'on arrive à faire avec le béton, c'est de les rendre avec un comportement ductile. Alors, c'est ça. Mais malheureusement, comme je mentionnais tantôt, c'est important à retenir que la plupart des maisons qui sont existantes n'ont pas de l'armature. Génial. Merci. Il y a un autre matériau, peut-être à mentionner, que parfois on peut voir dans les constructions, que c'est l'aluminium. L'aluminium, en comparaison, on pourrait dire que c'est quelque chose pareil à l'acier. Il y a de différentes résistances à l'acier. Par contre, il y a l'avantage d'être beaucoup très, très léger. Alors, pour certaines
structures de grande portée, disons, on doit faire, c'est pas 20 mètres d'ouverture ou 30 mètres, ou comme vous pouvez voir parfois les portiques de supersignalisation qu'il y a dans les autoroutes qui ont les panneaux de signalisation. Moi, j'ai fait vraiment un grand nombre de ces structures qui ont l'avantage de permettre de grandes portées. Okay? Alors, c'est un matériau que dans les bâtiments, on le voit souvent, peut-être pas tellement dans les bâtiments résidentiels, sauf parfois dans les balcons, mais ça se voit surtout dans les usines ou les grands dépôts, les entrepôts. Parfait. Merci pour cette explication. Et pour l'aluminium, ben, c'est sûr que ça coûte plus cher aussi que ces trois matériaux. C'est pour ça qu'on le voit assez moins souvent. Peut-être, Enrique, si tu peux nous dire en quelques mots, très rapidement, c'est quoi le cycle de vie d'un élément de structure très rapidement et qu'est-ce qui est important de faire pour mettre de vie là le plus longtemps possible? En fait, c'est même image de quelque chose que j'avais préparé déjà quand j'ai travaillé pour la ville de Laval. Et en fait, pour le comprendre, il faut voir à droite, à gauche, pardon, au centre, où on voit qu'il dit besoin. Pourquoi? Parce que ça, c'est, disons que vous mentionnez, OK, j'ai acheté un terrain, je vais construire. Alors, c'est ça qu'on dit que c'est le cycle de vie. Alors, on passe du besoin, on passe à la conception. Ça veut dire vous allez consulter un ingénieur, un chargé de projet comme Yaya, de sa compagnie. Vous allez retenir les services d'un ingénieur, d'un architecte, d'une équipe qui va vous faire le travail. Alors, après, on passe à la phase de réalisation des projets, que ça veut dire passer à la construction. Vous avez déjà fait les plans et vous allez finir la construction. Pourquoi je vais parler de ce plan, de ce dessin? C'est parce que, en fait, dans la vieille école, on disait, OK, c'est fini, on a fini, la maison, c'est fini, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que ça arrivait? Qu'on disait, comme on montre la flèche qui est barrée, non? Que disait l'ancienne méthode, une fois qu'on trouvait un accident ou qu'on trouvait quelque chose très évident, ça produisait parfois la perte de la vie des personnes, non? Un accident. Alors, on disait que c'était la fin de la durée de vie, on reconstruisait. Dans les cas actuels, on parle que les choses ont évolué, alors on fait ce qu'on appelle l'inspection et l'entretien. En fait, l'inspection, ça peut être quand vous allez acheter une maison, que vous amenez un ingénieur en structure, que je recommande toujours beaucoup plus qu'un inspecteur de bâtiment pour la première consultation. En fait, pourquoi? C'est parce que l'inspection de la structure va déterminer si la structure est bonne. Okay? La structure dans n'importe quelle construction est comme le cœur de votre corps. Okay? Si la structure ne va pas bien, ça ne va pas bien du tout. Alors, c'est la première chose qu'il faut faire. En fait, pour ces personnes, la tendance à aller à l'inspecteur de bâtiment, mais le problème est que l'inspecteur de bâtiment ne peut pas se prononcer sur la résistance, comment c'est la santé structurelle. Alors, on s'entend qu'il y a certaines choses du l'inspecteur de bâtiment qui sont importantes, disons, je ne sais pas s'il y a des problèmes avec les fenêtres, s'il faut changer les choses, des choses comme ça, mais qui ne sont pas des choses qui nécessairement vont venir à dire, mais ça va changer votre décision d'acheter ou non acheter la maison. Alors, c'est pour ça que je parle de l'inspection, parce que ça, c'est dans le cas que vous allez acheter une maison qui a été déjà construite. Okay? Mais pourquoi il y a une flèche qui va et retourne avec l'inspection et l'entretien? Mais bon, c'est ça, c'est que si vous faites, prenez soin de votre investissement, que c'est la plupart des fois peut-être l'investissement plus grand qu'un citoyen dans sa vie, que c'est la propriété. Alors, vous allez faire des inspections, vous allez avoir des plans pour avoir des corrections, et c'est un cycle. De cette façon-là, on peut prolonger la durée de vie. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on arrive à l'autre courbe. Ça, c'est pas moi qui l'a fait, ça vient du gouvernement du Québec, du ministère des Transports. En fait, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui démontrent, oui, qu'en faisant justement les inspections, les entretiens, ou même quand vous faites un agrandissement, profitez pour corriger certaines choses, vous allez prolonger la durée de vie. Alors, si vous voyez dans l'axe vertical, oui,
on parle de l'état de la structure. Ça va de 0 à 100, ça veut dire que quand vous finissez de construire votre maison est à 100%, c'est comme neuf. Alors, à long des années, disons, on pourrait dire, par exemple, qu'on s'attend qu'une maison, si on ne la touche pas, ça va durer peut-être 50 ans, peu importe le nombre d'années qu'il va prendre si jamais vous l'entretenez. Mais maintenant, c'est démontré avec, dans la vraie vie, dans la pratique, que le fait de faire l'inspection, de le réparer avec du temps, avant que ça progresse, les défauts, ça va prolonger énormément la durée de vie de votre investissement. Alors, c'est un peu ça qui veut montrer un peu une graphique, non? Où on voit T1, on dirait que c'est le temps qu'on dit, ben, il faut démolir la maison, et T2, que ça, c'est le temps, c'est-à-dire qu'on va prolonger la durée de vie d'une structure en faisant parfois des interventions qui ne sont pas très graves au début, mais que quand ça progresse, ça fait comme un effet domino. Alors, c'est un peu ça. Si je donne un exemple simple, on voit toujours parfois les maisons qui sont faites en briques à l'extérieur avec des joints en ciment. Parfois, ça peut arriver, vous avez remarqué que ça va décoller un joint de ciment de la brique, mais ça va faire comme une espèce d'effet domino. Ça ne veut pas dire que si vous voyez un aujourd'hui, vous allez l'année prochaine voir deux. Peut-être la première année, vous allez voir un, l'année suivante, vous allez voir 5, et si vous continuez sans faire rien, vous aurez 20. Et après, ça peut donner d'autres problèmes ailleurs. Pourquoi c'est ça? C'est parce que les ciments, les briques sont des matériaux qui se comportent pareil au béton. Ce sont des matériaux qui vont avoir une rupture fragile, alors quand c'est surcharge pour une raison, soit pour le mouvement de la terre, échelle d'échelle, ça va casser, mais ça va recharger au double les autres briques qui sont à côté. Alors, à mesure que ça commence à progresser, ça devient pire chaque fois et plus coûteux pour les propriétaires. C'est pour ça que parfois, même quand on a des maisons qui sont même neuves, c'est parfois pas une mauvaise idée de faire peut-être tous les 5 ans ou tous les 10 ans, de faire voir par un ingénieur pour faire réparer les petites choses avant que ça progresse. Et ça va venir à produire en définitive, c'est que vous allez prolonger la durée de vie de votre investissement. Génial. Donc, merci pour cette clarification. Donc, on retient que quand on voit un problème sur un élément structural, parce qu'on se rappelle qu'il y a des charges qui sont à travers ces éléments-là. Donc, si jamais il y a une réparation à faire sur un élément structural, il faut comprendre que c'est quelque chose qui doit être urgent à réparer, effectivement. Et quand je parle d'urgence, je ne parle pas de quelques jours à quelques Exactement. En fait, quand on a des inquiétudes, c'est bon de consulter un professionnel, non, juste pour être sûr. Parfois, il va falloir que non, mais parfois, ça peut être compliqué. On va en parler sur la prochaine slide ici. On va en parler. Ici, dans le fond, juste pour continuer et finir là-dessus, donc, doit-on s'inquiéter lorsqu'on voit une fissure? Alors, la photo qui est en bas, ça, c'est une fissure. Puis je sais qu'il y a des gens qui verront cette fissure-là, ils s'inquiéteraient dans leur maison. Mais en fait, la première question qu'on doit se poser, fondamentalement, c'est est-ce que cet élément-là, c'est un élément structural ou pas? Si ce n'est pas du tout un élément structural, ben, on ne devrait pas s'inquiéter à première vue. Ici, en plus, si on voit une belle ligne aussi droite, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en plâtre ou qui ont déjà posé des murs, savent que c'est une fissure, c'est un joint entre deux plaques de gypse, tout simplement. Et c'est juste le plâtre avec le temps qui a craqué, qui s'est asséché. Ce n'est pas du tout un plafond structural, ce n'est pas une poutre. Cette fissure-là, elle n'est pas du tout inquiétante. Par contre, si on voit une fissure sur un élément structural, sachant l'importance d'un élément structural avec la descente de charge, effectivement, qui continue, oui, on devrait s'inquiéter, effectivement. Et à quel point qu'on doit s'inquiéter? Alors, par exemple, la photo au-dessus, c'est un mur de fondation. Donc, c'était l'année dernière, c'était un projet que nous faisions avec Builder où on a installé un drain français dans cette bâtisse qui en avait pas. Avec la peinture, espèce de peinture noire que vous voyez, dans le fond, c'est la couche de bitume qu'on appliquait sur le mur après avoir nettoyé le mur. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse fissure, effectivement, dans le coin de la maison.
Puis, on avait vu également que la semelle de béton était complètement, avec le temps, elle s'est dégradée. Fait on a compris qu'il n'y avait plus rien qui retenait effectivement le mur. Et c'est pour ça que le mur était en train de craquer. Et ça a été réparé effectivement parce que c'est une fissure qui est très importante parce que c'est dans le mur de béton. Et comme Enrique l'a mentionné, quand on voit effectivement des cracks sur les éléments de structure, mais la première chose qu'on veut faire, c'est d'appeler un ingénieur pour qu'il regarde l'ensemble de la structure. Parce qu'on voit une craque ici, mais ça ne veut pas dire qu'à un autre endroit, il n'y a pas une craque plus importante ou un aspect, une mesure corrective qui doit être apportée en urgence parce qu'il y a peut-être une autre craque à quelque part qu'on n'a pas vue, par exemple. Et ça, c'est finir là-dessus. Et ici, on va parler donc mur porteur. C'est une étude de cas. C'est également un projet que nous sommes en train de faire. Alors, à gauche, c'est la photo après les travaux de démolition. Enfin, démolition avant la démolition structurale. Et qu'on a strippé tout l'appartement au complet. Et ce que vous voyez ici, c'est très typique des condos et des maisons à Montréal où on a un mur porteur en plein milieu. Puis généralement, c'est comme un corridor dans l'appartement. Avec le mur que vous voyez sur la gauche, c'est le mur porteur. Sur la photo du milieu, c'est le même mur. L'angle est un peu différent. Et comme mettons tourné plus vers la gauche. C'est le mur porteur, il a été enlevé et il a été remplacé par une poutre que vous voyez qui est appuyée sur deux colonnes. Et à la photo de droite, en fait, les travaux sont en cours, on va dire. Et on a commencé à habiller le mur avec des éléments architecturaux comme la finition de gypse, etc. Et la poutre, finalement, on va aussi l'encapsuler avec un gypse. Donc ici, en fait, la question pour toi, Enrique, c'est que beaucoup de gens, effectivement, veulent faire des open concepts, veulent ouvrir des murs dans leur maison. Donc, première question, très rapidement, comment est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est un mur porteur ou c'est pas porteur? C'est quoi les premiers éléments? C'est sûr qu'on ne peut pas voir à travers les murs, mais est-ce que tu as des techniques que tu peux partager avec nous pour qu'on puisse voir? Habituellement, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, vas-y. En fait, ce que ça arrive habituellement, c'est que dans les sens les plus courts, habituellement, les chambres sont tous les locaux sont rectangulaires. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Habituellement, la longueur la plus courte, ça va être le même sens des solides. Alors, mais ça dépend. Surtout quand on parle de vieilles constructions, parfois, ce n'est pas le cas. Alors, le premier indice, c'est ça. Habituellement, ce qu'on va faire pour déterminer si un mur est porteur ou non, on va tout simplement venir à faire une petite fenêtre pour voir l'essence des solides. Mais c'est toujours ça être aussi regardé par un ingénieur. Parfait. Donc, ce que Enrique nous dit, c'est qu'en fait, c'est sûr que dans votre sous-sol, vous pouvez le voir, c'est facile, vous pouvez ouvrir et regarder les solives. Dans cette photo du milieu, les solives sont les éléments parallèles que vous voyez sur le plafond. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le mur porteur va être perpendiculaire à vos solives. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que faites attention parce que la structure de votre solive n'est pas nécessairement dans votre sous-sol, c'est-à-dire que celle qui retient votre plancher du rez-de-chaussée n'est pas nécessairement exactement la même que celle de l'étage au-dessus. Parce que souvent, on disait, ça se peut que l'étage n'a pas été construit au même moment ou même on a décidé de changer l'orientation des solives et ça peut être trompeur parce qu'on le voit vraiment assez souvent. Mais un premier signe, effectivement, c'est de voir la direction des solives et de voir et un mur porteur, il serait perpendiculaire. L'autre signe aussi, comme il le disait, c'est en conséquence parce que les solives vont être installées dans la direction la plus courte. Donc, mettons, si votre maison est rectangulaire, comme ça, mais les solives vont être dans la direction la plus courte. Donc, du coup, votre mur porteur va être dans la direction la plus longue. Aussi, vos murs de rive, c'est forcément, très souvent, ce sont des murs porteurs aussi. Donc, si vous voulez ouvrir votre mur de maçonnerie pour installer une fenêtre, ben, dites-vous que il y a de très grandes chances, voire quasiment tout le temps, que c'est un mur porteur qui va soutenir votre toit, par exemple. Donc, les murs de rive et les murs parallèles, ça peut vous donner un indice que ce sont des murs porteurs. Donc, ici, effectivement, quand on regarde sur la photo, le mur qui est au milieu, il traverse vraiment l'appartement. Fait qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de doute que c'était un mur porteur. Et une dernière astuce pour savoir si c'est un mur porteur, ben, allez dans le sous-sol et regardez vis-à-vis de votre mur. Fait que vous êtes dans le sous-sol, comme ça, vous regardez au-dessus du mur. Si vous voyez des colonnes, comme on a vu dans les premières slides, je vais juste revenir vite. Ici, par exemple, au-dessus de cette poutre,
il y a forcément des murs porteurs parce que c'est la poutre qui va venir reprendre des charges. Donc, si vous voyez un mur qui est dans le fond de la pièce, il y a de grandes chances que ça ne soit pas effectivement porteur. Fait que ça aussi, c'est un autre indice pour vous aider à trouver vos murs porteurs. Oui, en fait, il y a une autre chose importante à dire que ça ne veut pas nécessairement dire que si les murs extérieurs sont les plus longs, disons habituellement que sont ceux qui vont dans la direction qu'on rentre à la maison, c'est que je me réfère aussi que parfois on va voir des chambres qui sont, ou des locaux qui sont plus longs dans une direction que l'autre. Alors, habituellement, les murs porteurs vont être dans la direction dans les rectangles, dans la direction des murs les plus longs. Ce que je voulais dire que parfois, surtout quand vous achetez des maisons qui sont déjà, qui avaient des chambres propriétaires, il se peut que dans la vie de la structure, il y a des gens qui ont fait des modifications et ces règles-là ne soient pas respectées parce que soit qu'on l'a fait mal ou peut-être parce qu'ils ont ajouté à notre mur, c'était une chambre très très grande, imaginez de 10 mètres par 8 mètres, et ils ont décidé de mettre un mur dans le centre. Alors vous voyez que le centre qui est plus court semblerait être le plus court, mais en réalité ce n'était pas ça. Alors c'est comme une règle de pouce, on pourrait dire, pour devoir. C'est ça. C'est vraiment pour vous donner des indices, mais ça ne veut pas dire que c'est effectivement ça. On voit des murs porteurs dans tous les sens parfois quand on défait les murs et après, chaque cas reste toujours un cas particulier qui nécessite d'un ingénieur et qui nécessite un calcul de charge et qui nécessite une conception. Juste pour préciser aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que je l'avais mentionné il y a 2 semaines, c'est que chaque élément structural, donc un élément de structure, pour le modifier, le construire ou avoir une intervention dessus, ça prend vraiment le plan d'un ingénieur, donc un plan scellé d'un ingénieur avec des recommandations d'un ingénieur, pour n'importe quel entrepreneur général qui va exécuter le travail. Même si vous décidez juste d'ouvrir un mur porteur dans votre sous-sol pour faire une porte, parce que vous voulez faire une salle de bain ou une pièce, mais ça va prendre un plan d'ingénieur pour dire, OK, ben, je vais ouvrir un mur porteur, on va le remplacer par tel et tel élément. Et juste une dernière question pour finir sur ce sujet, Enrique. Donc ici, par exemple, dans cette étude de cas ici, on a choisi des LVL, qui sont des poutres en bois, qui est une poutre en bois. Je voulais juste savoir, est-ce que ici, par exemple, pour partager avec les auditeurs, est-ce qu'on aurait pu utiliser, par exemple, de l'acier? Oui, effectivement. Et qu'est-ce qui aurait été l'avantage d'utiliser de l'acier dans un exemple comme ça pour ceux qui veulent faire une ouverture dans leur maison? Oui, c'est une très bonne question. Yaya, en fait, c'est que ça arrive, c'est que l'avantage, un des bons avantages d'ouvrir un mur porteur avec de l'acier, c'est qu'on peut parfois la cacher, couper les solides, disons que les solides viennent comme ça, la poutre va dans l'autre sens. Alors, on vient à couper l'espace qui est comblé par la poutre en acier, on vient l'insérer. Alors, on peut parfois venir à faire comme une structure qui va être, dans les plafonds, va être complètement cachée la poutre. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les maisons de luxe. Pas nécessairement, parfois c'est quelque chose de beaucoup plus cher. Même quand on a des portées, des ouvertures très grandes, il y a même la possibilité pour la cacher de mettre deux poutres en acier une à côté de l'autre et la cacher. Alors, ça c'est dans le cas de l'acier, disons. Mais dans n'importe quelle poutre, par exemple en LVL, vous pouvez aussi la rentrer, couper les solides pour gagner de hauteur. Aussi, peut-être pas cacher tout, mais peut-être ça va avoir un 4-5 pouces, dépendamment de la longueur de l'ouverture. Mais ça, c'est toujours possible aussi. C'est sûr que en fait, la plus grande avantage de l'acier par rapport au bois, c'est au niveau de la résistance que ça nous permet de faire des hauteurs beaucoup plus petites et plusieurs fois la rentrer. Par contre, habituellement, tout ce qui soit une construction que c'est en acier, habituellement, comme je vous ai mentionné, c'est un peu plus difficile de la mise en place et parfois aussi plus cher à l'effectuer. Parfait. Ben, si je résume ça juste en une ligne, en gros, ce qu'Enrique nous
nous dit ici, c'est qu'en fait, pour l'acier, parce que souvent, le problème qu'on voit souvent, c'est la hauteur de nos pièces. Fait que malheureusement, parfois dans les appartements, la hauteur n'est pas si grande que ça. Et quand on ouvre des murs, ben, on doit faire une concession dans la hauteur. Alors, l'acier nous donne cette flexibilité de, un, d'avoir des portées plus grandes. Deux, souvent, pour une même résistance, on va avoir une hauteur de poutre qui est plus petite que si on devait aller avec du béton, du bois, pardon. Et en plus de ça, dans l'installation, on peut aller faire des encoches pour aller monter encore la poutre à l'intérieur de la structure de plafond pour que ça marie bien avec les solives qui sont à l'intérieur. C'est juste pour résumer. Je pense que cela fait le tour de la présentation. Je vais vraiment que François... Ah, non, il reste un dernier point, excusez. Tout à l'heure, on avait parlé des fissures. Alors ça, ici, c'est juste pour finir là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent, mais vraiment souvent, dans peu importe les structures, que ce soit dans les maisons ou même dans du commercial, c'est que nos amis qui travaillent sur les services comme l'électricité, la plomberie, et que souvent, ils vont arriver et ils vont avoir de la misère à se trouver un chemin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des trous dans nos éléments de structure. Et ça, on ne veut vraiment pas voir ça. Enrique, je ne sais pas si tu voulais commenter nécessairement. Oui, en fait, c'est-à-dire, on voit de très belles surprises souvent dans les constructions, des choses. Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour penser toutes les choses bizarres qu'on peut voir. Mais oui, c'est jamais recommandé de venir à percer des éléments de structure comme input. Par contre, si on a tout à fait besoin, on n'a pas choix, il y a toujours des façons d'avoir fait un trou comme ils sont faits en renforçant la poutre sans que ça crée un problème. Ici, on peut voir clairement qu'à cause de ce trou qu'on mis, ça a fait un mal effectué, alors ça va faire progresser une fissure, comme on peut voir longitudinalement. Ouais. Et ce que je vois, au moins, c'est qu'on voit, c'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux, mais c'est-à-dire, c'est sûr que, disons, que je me rends sur place, je vois une chose comme ça, moi, j'aurais la tendance à faire une activité pour venir à renforcer la poutre sans que la fissure progresse. On finisse avec d'autres problèmes pires que ça. Alors, c'est toujours garder l'attention de ne pas effectuer des interventions de ce genre-là dans la vie d'un professionnel parce que sinon, vous pouvez vous mettre des autres problèmes qui vont coûter plus cher après. C'est ça, que ce soit des solives, des poutres. Fait que si jamais votre électricien vous propose de faire un gros trou de plusieurs pouces, vous dites non, clairement, ce n'est pas souhaité. C'est ça. En plus, dépendamment c'est où que vous voulez passer les trous. Il y a des endroits où ça serait plus recommandé de les passer que d'autres. Par exemple, dans les cas présents comme moi, ça a l'air d'être un élément que c'est à mi-portée. Alors, l'input va surtout va beaucoup tenir la charge du bas, OK? Parce que ça a de la tendance à faire comme ça, comprenez-vous? Alors, si vous venez à faire un trou, les plus bas que vous le faites, c'est les pires. Quand on est au centre de portée, on aura la tendance, si on a fait un trou, on va le faire le plus haut possible pour venir à ne pas affaiblir la zone de traction, mais quand même, souvent, ce qu'on va venir à faire, si on n'a pas choix que de faire un trou, on va venir à faire un renforcement de ces poutres-là pour que cette situation d'une propagation d'une fissure qui peut donner d'autres problèmes plus sévères ne se reproduise pas. Mais comme on voit ici, c'est-à-dire dans les cas présents, évidemment, ces morceaux de bois qu'on voit à droite, ce n'est pas la bonne façon. On viendrait à mettre comme un autre type de renforcement pour éviter que ça donne un autre problème futur. Génial. Je pense qu'on a fait le tour de notre présentation. Fait que merci à tous pour votre écoute. C'est sûr qu'on aimerait... Je vais aller regarder les questions maintenant. Fait que ceux qui ont des questions, regardez dans la boîte à droite, il y a une section questions. Vous pouvez poser une question. On en a déjà une. Fait que je pense que François a juste 2 mots à vous dire. En attendant, je vais aller lire la question puis je vais la poser pour que tout le monde puisse la voir. Super, merci beaucoup Enrique, merci Yaya. C'était une présentation géniale. Je pense qu'on a tous vraiment beaucoup appris durant ces 30 dernières minutes. Donc un pouce pour vous deux. Bravo. Je mets un petit pouce dans le chat. Hop. Donc pour vous parler rapidement de Builder en attendant que Enrique et elle puissent prendre un petit verre d'eau pour répondre à vos questions.
Donc, Builder, on a commencé à Montréal en 2020. On est une plateforme qui accompagne les propriétaires pour leur rénovation majeure. Donc, on vous prépare avant de rencontrer des entrepreneurs généraux. Je vais vous parler à peu près de nos services dans la slide d'après. Donc, pourquoi on a créé ça? Tout simplement parce qu'on a repéré qu'il y a un manque de transparence dans l'industrie de la construction et on essaye de vous apporter un maximum d'aide possible pour réussir vos projets. Donc, pour prendre un rendez-vous avec Yaya, expert en rénovation, vous pouvez utiliser ce lien que je vais partager avec vous dans le chat. C'est le même lien. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec lui. Donc, c'est un rendez-vous gratuit de 15 minutes. Vous pourrez parler de votre projet de rénovation avec Yaya. Donc là, en ce moment, on a pas mal de rendez-vous déjà pris parce qu'on a eu pas mal de succès avec l'article de la presse qui nous est tombé dessus il y a 2 semaines. Mais il y a encore des disponibilités pour ce mois. Donc, n'hésitez pas quand même à prendre un rendez-vous avec Yaya. Pour la deuxième partie, c'est Yaya, si tu peux revenir sur la partie estimation. Merci beaucoup. Nous proposons donc une estimation experte réalisée par un expert en rénovation. Donc, on se déplace chez, on prend les besoins et du coup, on réalise la portée des travaux. Celle-ci sera donc vous sera utile parce que vous aurez aussi un coût minimum et un coût maximum pour connaître le prix des travaux que vous souhaitez faire. Donc, on l'offre à 249 $ et on vous le rembourse si vous engagez un entrepreneur général avec le réseau Builder. Donc, en ce moment, il y a pas mal de demandes pour ce produit. Donc, une fois la visite effectuée, il y a un petit délai d'1 semaine pour avoir le résultat. Et bien sûr, il y a un deuxième service. Celui-ci, il n'est pas du tout obligatoire, mais je vous le recommande pour les gros travaux. Si vous voulez avoir quelqu'un à vos côtés, vous n'êtes pas confiant pour entreprendre des travaux majeurs du style extension de maison, et bien, vous pouvez toujours avoir le service de Yaya ou un autre gestionnaire de projet qu'on recrute en ce moment. Donc, du coup, il va vous aider pour sélectionner les matériaux, pour faire toute la coordination avec l'entrepreneur, l'architecte, les ingénieurs. N'hésitez pas, c'est un service à 240 $ pour le moment. 2400, pas 240. 2400, pardon. Voilà, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, comme Yaya l'a indiqué, à côté du chat, il y a une rubrique questions. Pour l'instant, il n'y a que Mickaël qui a posé des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez voter pour la question de Mickaël également avec la petite flèche vers le haut, comme je viens de le faire. Et voilà, on va pouvoir donc discuter avec Enrique et Yaya. Ouais, je vais lire la question pour que tout le monde puisse prendre connaissance. Donc, c'est Michel Laferté. Merci pour la question. Alors, Michel nous demande quels sont les éléments à considérer dans le cas de la démolition d'un mur porteur pour un agrandissement de cuisine. Donc, quels sont les éléments qu'on doit considérer dans une maison construite dans les années 40? Alors, Michel nous dit qu'il a une poutre de bois au sous-sol avec des jackpots. Qu'est-ce qu'il doit considérer pour ouvrir son mur porteur? En gros, il veut savoir c'est quoi les conséquences un peu, c'est quoi les travaux qui doivent être faits pour ça. Ben, en fait, il faut en premier voir le nombre de tâches, il faut voir, surtout identifier en premier c'est quoi les murs porteurs, comme on parlait tantôt, on va voir les solides, dans quelle direction ils vont, on va venir à voir aussi qu'est-ce qu'il y a, ça dépend c'est où les murs porteurs. Vous savez, une cuisine, alors ça c'est sûrement dans le rez-de-chaussée, alors s'il y a un sous-sol, on va venir à voir vis-à-vis ces murs-là qu'on veut enlever, disons que c'est dans le cas que c'est porteur, mais bon, alors il faut comprendre que vous passez d'enlever un mur qui distribue la charge sur une longue distance à un point. Alors, il faut voir si la structure qui est en dessous de votre mur est directement sur un mur, aussi où il y a une colonne à la proximité, parce que, disons, ce n'est pas juste le fait de venir ouvrir dans le rez-de-chaussée, sinon de voir, comme Yaya le mentionnait très bien au début de la conversation, il y a une chose qu'on appelle le cheminement de charge. En fait, on met une poutre, mais la poutre ne va pas dans l'air, la poutre, on va avoir une colonne qui descend la charge, mais la colonne va directement au sous-sol. Alors, parfois, si vous avez un mur qui est porteur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut quand même renforcer ce mur-là dans les sous-sols parce que, comme je viens de vous dire,
on a une charge ponctuelle qui descend dans les sous-sols. L'exemple le plus facile que je dis parfois à mes clients par rapport à ça, c'est que c'est les candidats magiciens, non, qui se couchent dans un lit de clous. Bon, demandez-le à un magicien qui se couche dans un clou et on va voir s'il se fait pas mal. Okay? Ça veut dire qu'on a une charge de son corps qui est distribuée sur une grande surface. Même s'il y a beaucoup de points, ça n'arrive pas à percer à travers tout ça. Alors, dans la même optique, quand vous mettez une charge sur un petit point, alors c'est beaucoup plus fort. Alors, ce n'est pas la même situation si on a en bas, dans le sous-sol, par exemple, un mur, que si on a une poutre. Une poutre, habituellement, ça va être plus solide pour prendre la charge. Alors, parfois, on va venir à descendre, à mettre notre colonne en dessous de la colonne du rez-de-chaussée pour venir à transférer la charge au sol. Et aussi, on aura besoin de faire une semelle de fondation en béton armé pour transférer la charge comme il faut dans les sols. Parce que surtout, comme on parlait tantôt, de même que les murs, parfois n'ont pas l'armature, les planchers ne l'ont non plus. Alors, dans les mêmes optiques, quand on met une charge ponctuelle d'une colonne, ça pourrait créer des fissures dans la semelle. Et habituellement, sauf si vous avez des plans qui le spécifient très clairement, les semelles de sous-sol, parfois, et la plupart des fois, n'ont pas d'armature. Alors, c'est toujours plus recommandable de mettre une nouvelle semelle. Ça peut être une semelle en béton armé qui va avoir peut-être 3 pieds par 3 pieds, 4 pieds par 4 pieds, avec la scie à l'intérieur, et ça va être solide. C'est ça. Juste peut-être, juste une image que je vais juste rajouter, parce que je pense que c'est une question importante que Michel nous pose. Si vous imaginez en fait un mur porteur là, qui est fait en 2x6 ou en 2x4, imaginez en fait, mettons sur un mur qui mesure, mettons 10, on va dire, et c'est des unités juste arbitraires. Admettons que chaque point c'est 1, 1, 1, 1, 1, et j'ai 10 points qui pèsent à la fin, qui font 10. Et si j'enlève ce mur, je remplace par une poutre, ben, si je reprends la charge, ça veut dire que j'ai 5, 5. Et ce qu'Enrique nous dit, c'est est-ce que le 5 que je vais appliquer, parce qu'avant, j'avais juste des charges de 1 partout dans votre sous-sol. Mais là, je vais avoir une grosse charge de 5. Est-ce que dans le sous-sol, est-ce que j'ai une semelle? Mettons, je ne sais pas, tes jack posts, Michel, est-ce qu'ils sont posés sur une semelle? Est-ce qu'ils sont posés sur le sol directement? C'est est-ce que si je suis capable de poser une charge de 5, est-ce que le sol ne va pas s'affaisser, ça va tout s'enfoncer? Est-ce que oui, ben, ou est-ce que si je le pose, est-ce que c'est correct? Parce que la charge s'est répartie sur une semelle. Ou non, ben, est-ce qu'on va mettre un poteau avec une grosse semelle de béton pour répartir la charge sur le sol? En gros, c'est un peu ça. Chaque situation est unique. Il faut vraiment le regarder. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit renforcer forcément en dessous si jamais on ne peut pas distribuer la charge sur la structure existante. J'espère que ça répond à la question, Michel. Voilà, tu peux juste nous laisser un petit message. Ensuite, la question d'après, je pense que c'est celle de Gérard. Je vais la mettre ici en ligne. Alors, les murs porteurs que vous venez de présenter tiennent-ils lieu de murs de cisaillement afin de résister aux effets sismiques? Okay, en fait, pour les effets sismiques, ça dépend beaucoup de la hauteur, du nombre de tâches qu'on doit faire. C'est pas évident de répondre comme ça sans savoir plus de détails. Mais déjà, n'importe quel mur, c'est-à-dire, il y aura toujours une résistance aux effets sismiques. Déjà, même si on n'a pas besoin même de les calculer parce que c'est un élément rigide qu'on est en train d'utiliser. Mais si est-ce qu'on va faire pour résister aux effets sismiques ou non, ça c'est cas par cas en fonction de quel genre de bâtiment on est en train de faire. Mais il y a même des murs de cisaillement qui peuvent, pour les effets sismiques, qui peuvent se faire aussi à l'aide des murs qui sont conçus en bois ou ça peut être aussi en acier, en béton. Il y a diverses formes. Ça dépend ça c'est cas par cas selon chaque bâtiment. Parfait. Merci pour la réponse.
On va prendre la question de Kevin. Kevin Marc. Je vais la mettre en ligne. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, dans le cas de l'ajout d'un étage et que les murs mitoyens existants ne peuvent pas être rehaussés, doit-on faire le mur mitoyen au complet ou serait-il possible de construire un nouveau mur coupe-feu juxtaposé au mur mitoyen existant? Je vais juste essayer de relire. Doit-on refaire le mur mitoyen au complet ou serait-il possible? Je pense que si je comprends la question, c'est il veut rajouter un étage sur une structure existante. Et est-ce que les murs mitoyens sont assez solides pour reprendre la charge au-dessus? Donc, il se dit, est-ce que je dois refaire un mur juxtaposé qui va reprendre la charge en haut ou est-ce que doit-on refaire le mur mitoyen au complet ou serait-il possible de construire un mur coupe-feu juxtaposé? C'est ça. OK, il se dit en gros, est-ce que je dois faire un mur à côté qui est collé avec mon mur existant ou je dois et le refaire au complet? Mais en fait, c'est un peu dans la même optique, ça, il faut le voir ponctuellement, c'est cas par cas, non, mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas assez fort le mur pour supporter un étage, qu'on ne pourra pas le faire, parce qu'il y a aussi la possibilité de le renforcer, parfois sans augmenter l'épaisseur du mur, sinon juste en rajoutant des éléments à l'intérieur. Ça dépend, si on parle que c'est un mur qui est en bois, alors souvent c'est beaucoup plus facile de les renforcer sans augmenter l'épaisseur parce qu'on peut tout simplement venir à rajouter des éléments à l'intérieur pour ajouter des poteaux pour faire les murs plus forts. Mais dans les mêmes optiques, comme je vous dis, c'est cas par cas parce que c'est pas juste les murs, il faut voir aussi la fondation. Est-ce qu'on parle d'une fondation qui est en béton? Est-ce que la fondation est en bon état? S'il y a des fissures, mais à ce moment-là, on ne peut pas encore rajouter du poids, mais alors toujours de la même façon que Yaya a très bien expliqué au début, je répète au niveau de comment ça fait la descente des charges, quand on parle à l'inverse, quand on va renforcer ou réparer, c'est du bas vers le haut. Alors, pour que les gens puissent comprendre, c'est comme si on dit, mais je vais rouler dans une voiture avec les 4 pneus qui sont à flat. Alors, évidemment, vous pouvez avoir un Ferrari, mais si votre 4 pneus sont pas bien, alors ça va pas fonctionner. Mais dans ces cas-là, c'est la même chose. Alors, on parle des murs, mais on parle aussi des fondations. Les fondations doivent être aussi en bon état. Alors, bref, c'est-à-dire c'est cas par cas, mais ça ne veut pas dire que parce qu'un mur n'est pas assez fort pour prendre un autre étage qu'on ne peut pas le faire. Même aussi parfois, parce qu'on parle d'un mur mitoyen, alors on ne veut pas toucher les mitoyens, alors il y a toujours la possibilité de faire comme une structure indépendante, disons comme une structure en acier, avec des colonnes indépendantes qui ne vont même pas ajouter de poids sur la structure existante, que ça va travailler complètement indépendante, sur laquelle on va appuyer tout le reste des éléments. Alors, bref, au niveau de la structure, on dirait que presque tout est possible. C'est juste que parfois on évalue aussi les coûts, est-ce que c'est justifié de faire certains travaux ou non. Génial. Merci pour la réponse. On va prendre la dernière question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps devant nous. La dernière question, elle est de Carl-Éric. Alors, Carl-Éric nous dit, en fait, je pense qu'il aimerait monter un système de chauffage à air pulsé. OK, en fait, il aimerait monter des docks de ventilation depuis son sous-sol. Et il se demande s'il peut mettre en fait des poutres de chaque côté du dock qui seraient perpendiculaires aux solives en LVL et couper les solives de la largeur du dock pour l'encastrer dans ces solives. La réponse est oui, ça peut se faire. Ouais, je vais juste préciser, c'est le même cas pour si jamais vous voulez installer aussi un skylight, un puits de lumière dans votre plafond ou dans votre toit. Mais c'est le même principe en fait. C'est exactement, en gros, ce que Carl nous demande, c'est est-ce que je peux venir faire un trou dans ma structure et comment est-ce que je peux renforcer ça en fait en utilisant... Exactement. Oui, en fait, c'est compris bien. En fait, oui, c'est toujours dans la même optique, c'est cas par cas aussi. Oui, c'est faisable. Par contre, il faut bien voir la structure, comment il faut faire. Alors, toujours quand on parle des éléments qu'on va toucher les structures, même si je vous dis maintenant oui,
il faut toujours consulter un ingénieur non, avant de s'embarquer, c'est-à-dire tout ce genre de travaux, tout travail de construction qui touche les structures doit être effectué avec les plans de vie pour construction signés par un ingénieur, même en règle de l'ordre. Alors, oui, c'est faisable dans la plupart des cas. Il pourrait y avoir comment dire, des exceptions dans les cas qu'on ne peut pas. Mais oui, habituellement, si je comprends bien, on pourrait venir à couper les solides et mettre des LVL, soit en dessous ou même aussi à bout comme ça avec des étriers métalliques pour réduire l'espace qui comble la poutre. Mais ça prend aussi des plans de vie. Il faut venir à calculer, à prendre tous les éléments pour designer des plans de vie. Génial. Je pense qu'il y a 2 questions de Serge dans le chat. Serge nous demande, faut-il toujours ouvrir les murs pour inspecter la structure? Ben, c'est habituellement, mais oui, disons, dépendamment de qu'est-ce que vous voulez faire. Disons, si moi, ça dépend, si vous venez à ouvrir, à ajouter un étage, par exemple, mais oui, c'est sûr qu'on doit ouvrir le mur parce qu'on peut venir à mettre à 2, 3 ou combien d'étages sans savoir si ce mur-là était effectué pour, est capable de prendre ces charges-là. C'est pas finalement très complexe, non? De les voir juste en faisant une petite fenêtre exploratoire dans les chiffres. Oui, il y a plusieurs cas dans lesquels c'est plus compliqué parce que les gens sont en train d'habiter dans la maison, on ne peut pas venir à faire des trous partout, ils n'aiment pas ça. Alors, parfois, on va venir à faire un plan préliminaire, donc on pense qu'on a des 80% de chances que ça va marcher de telle et telle façon. Et on arrive à un moment donné que vous avez déjà choisi l'entrepreneur. À ce moment-là, quand on commence à faire les travaux, à ce moment-là, l'ingénieur, soit moi ou Yaya qui va s'occuper, va venir aller voir pour établir si il faut faire quelques ajustements, quelques corrections dans les murs. Alors, je pense que c'est ça qui va arriver. Serge, il fait référence à, par exemple, une inspection de pré-achat, par exemple. On veut inspecter le bâtiment en général. Okay, je comprends. Non, mais quand on parle d'inspection pré-achat, c'est sûr que le propriétaire ne voudra vous faire des trous pour faire ça, mais un ingénieur qui va aller inspecter votre maison en l'inspection pré-achat, on n'a pas besoin de ça. Nous, on va venir à voir les murs et on a des indices qui peuvent nous faire poser des questions. Un ingénieur qui connaît dans le domaine d'inspection de structures, il peut voir plusieurs indices, soit pas seulement dans les murs, mais aussi dans les fondations, des éléments que ça peut être des problèmes structurels que ça vous permettra aussi de négocier les prix avec les propriétaires, parce que quand vous avez un document d'ingénieur, ça peut justifier que vous allez faire un travail ou quelque chose. Ça vient à vous protéger dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier que oui, on fait l'inspection pour une maison qui va être comme usagée, non? Disons que vous allez l'acheter, mais vous avez toujours la garantie légale, disons, les assurances, tout qu'on appelle les risques cachés. Alors, il y a personnes qui vont acheter des maisons et peut-être ils vont voir que le propriétaire était au courant d'un élément et qu'il ne l'a pas mentionné ou des choses comme ça. On ne savait pas dire que non plus que quand vous allez acheter une maison, vous ne savez pas si vous... C'est-à-dire, on est capable de venir à voir des indices qu'à tel endroit, il y a un problème et vous l'avertir. Mais éventuellement, si vous achetez une maison, vous avez des problèmes dans certains aspects du côté légal, non, vous êtes protégé aussi. Pas seulement pour l'ingénieur, les ingénieurs ont d'assurance aussi, l'inspecteur de bâtiment a l'assurance. Il y a une période dans laquelle vous êtes protégé. Alors, moi, j'ai eu plusieurs clients qui ont eu sont inquiétés pour des choses qu'ils ont trouvé après, comme oui, il y a des problèmes, alors il y a parfois des recours pour pouvoir résoudre ça. Parfait, génial. Mais je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous ceux qui ont posé ces questions. Et puis, nous, de notre côté, je
pense qu'on a terminé à l'heure. Oui. Merci Ouais, merci à tous. Bravo, Merci. oui. Merci, On va François. peut-être voir la dernière slide, s'il te plaît, Léa. On va peut-être parler du prochain événement. Donc, le prochain événement qui se déroulera le mardi 16 mars à 17h, même heure. Nous discuterons en direct aussi avec un entrepreneur général et un agent immobilier pour finalement creuser un peu la question de est-ce que j'achète une nouvelle maison ou je fais agrandir ma maison. Donc, on parlera principalement voilà, d'agrandissement de maison. Donc, je vais vous partager le lien maintenant pour ceci. Vous pourrez donc réserver votre place comme d'habitude pour assister à ce live au sujet des agrandissements de maison dans un petit mois. Le lien, il arrive dans le chat. Voilà. Ici, c'est pour s'inscrire à l'événement d'agrandissement de maison. Et si vous êtes curieux de Builder, vous pouvez aussi regarder notre site internet que je poste ici, juste en dessous. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter pour connaître finalement tous les événements à venir et en connaître plus sur Builder. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec le hashtag Atelier Builder. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci à tout le monde pour l'intérêt. Merci Yaya aussi. Mais bon, pour les personnes qui écoutent, moi je travaille, ça fait quelques mois avec Yaya et vraiment c'est quelqu'un qui s'en occupe bien du dossier, qui fait une bonne gestion. Alors les personnes qui ont de facile approche, un peu, vraiment, je vous recommande le service de Yaya, une personne très correcte. Alors, je pense que vous n'allez pas regretter. Il y a beaucoup de choses que parfois les personnes ne voient pas de la meilleure foi, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit il y a beaucoup de variables, de choses qui sont complexes. Alors, c'est toujours très bien d'avoir le support d'une personne compétente comme Yaya et François. Ben, on travaille tous ensemble, on essaie de trouver les meilleures solutions. Puis pour ceux qui n'ont pas, je pense que François n'a pas partagé les coordonnées d'Enrique, mais ceux qui ont, pour X, Y raison, ont besoin d'un ingénieur en structure, il me fera plaisir de vous introduire à Enrique, juste me laisser savoir et je vous mettrai en communication, en contact avec lui. Donc, merci encore à vous. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.